Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan était hier face à la presse nationale et internationale pour une conférence au bilan des activités du gouvernement. Le Premier ministre a donné les grands indicateurs des activités prioritaires du gouvernement. Il a par ailleurs annoncé que le transport sur le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan sera libéralisé. La campagne de vérification des instruments de mesure a pris fin cette semaine. Cette campagne concernait les lieux de distribution d'essence, les domiciles, les marchés et autres supermarchés. Le sommet du G20 qui réunit les 20 pays du monde les plus puissants économiquement est à son deuxième jour à Saint-Pétersbourg en Russie, réunis pour débattre des questions économiques du monde. Ces pays sont plutôt préoccupés par la résolution militaire ou politique de la crise syrienne. Et puis pour la page des sports, nous serons avec Cathy Touré et le vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Serge Do. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan était hier face à la presse nationale et internationale pour une conférence bilan des activités du gouvernement. Le Premier ministre a donné les grands indicateurs des activités prioritaires du gouvernement. Il a mis un accent sur le volet social. Il a aussi soutenu que l'annonce faite par le président de la République le 7 août dernier concernant l'augmentation des salaires en 2014 est bel et bien une préoccupation pour le gouvernement qui travaille pour que cela soit effectif. Adama Kone. Annoncé le 7 août, le Premier ministre est monté au créneau ce jeudi 5 septembre pour confirmer la décision du chef de l'État d'augmenter les salaires dès l'année prochaine. D'ailleurs, le gouvernement s'active pour donner vie à cette bonne nouvelle. Ce gouvernement, en tout cas, quand il dit « je vais faire quelque chose », il le fait. Mais avant de le faire, il calcule pour savoir combien ça va coûter et comment je le finance, de manière à ce que ça se traduise en réalité. Le président finalement a décidé de cela, il y a une équipe qui travaille dessus et les décisions seront annoncées au Conseil. Vous demandez qu'on vous donne quelques éléments, je ne pourrais pas le donner tant que le Conseil n'a pas pris une décision. Mais les calculs seront faits. Et la décision donc sera annoncée à la nation par le président de la République après donc décision prise en Conseil des ministres. Mais effectivement, il va y avoir une augmentation qui sera donc opérationnelle en 2014. Autre volet social impulsé par le gouvernement, la création de plus de 20 000 emplois. Ces informations ont été portées à la connaissance de la presse ce jeudi au cours du deuxième grand rendez-vous de l'année entre les journalistes et le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a passé en revue les 3 axes stratégiques de l'action gouvernementale. D'abord, la sécurité et la paix. À ce niveau, le compteur marque une baisse de l'insécurité. L'indice est passé de 3,8 à 1,6 en mai 2013. Ensuite, au chapitre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, une rencontre avec les centrales syndicales est programmée pour le 7 novembre prochain. Enfin, sur le plan économique, les bonnes relations avec les institutions de financement international, la consolidation de la croissance à 9% cette année, le lancement des travaux structurants et la maîtrise de l'inflation mettent le gouvernement dans une position confortable dans sa marche vers l'émergence. Et lors de cette conférence bilan des activités du gouvernement, le Premier ministre a aussi annoncé que le transport sur le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan sera libéralisé. Il sera bientôt ouvert à d'autres sociétés. Restons toujours avec Adama Kone. La société des transports abidjanais Sotra ne sera plus la seule à exploiter le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Le gouvernement va actionner le bouton de la concurrence. Le ministre en charge des transports a d'ailleurs proposé au gouvernement qu'on enlève le monopole d'ailleurs de la Sotra dans ce domaine, de manière à ce que des structures privées dans le domaine du transport lagunaire puissent intervenir. Et je crois que les discussions sont fort avancées, puisque des sociétés veulent pouvoir installer au moins 50 quais et augmenter donc le nombre de bateaux qui transportent donc les Ivoiriens. Donc c'est en cours de finalisation un tel dossier qui pourrait donc aller donc de l'avant. Ce n'est pas tout. Pour faciliter le transport des Abidjanais, un autre mode de déplacement est en étude sur la table du gouvernement. Le train urbain.
Les itinéraires sont connus. Premier axe, Anyama-Vridi, aéroport Grand Bassam. Deuxième axe, Yopougon, Adjamé, Bingerville. C'est un financement de 500 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA. Les propositions sur lesquelles le travail a été fait montraient que nous aurons certainement des coûts inférieurs aux coûts actuels de transport long de bus. Il faut faire un peu une synergie entre les différents moyens qui permettrait à la fois d'utiliser des bus et ce train urbain qui va donc sillonner la ville d'Abidjan. Pour finir, le Premier ministre a lancé aux propriétaires de véhicules banalisés opérant dans le transport qu'il faut se conformer à la réglementation. Quant à l'autoroute du Nord, elle sera inaugurée par le chef de l'État le 11 décembre prochain. Autre aspect de cette conférence bilan, Daniel Kablan-Duncan a invité les partis politiques du cadre permanent du dialogue à se retrouver ce vendredi même pour poursuivre le dialogue sur le processus de paix en Côte d'Ivoire. Le cadre permanent de dialogue reprend ce vendredi 6 septembre à 18h30 à la primature. Autour de la table, le gouvernement et les 11 partis politiques proches de l'ancienne majorité présidentielle. Lors de sa conférence de presse d'hier, Daniel Kablan-Duncan a lancé un appel au FPI avant de saluer les membres du CPD. Il faut dire que quand on discute, il faut vraiment être très clair, pas de préalable, pas d'a priori. Je l'ai dit à plusieurs reprises. L'État aussi peut poser des préalables, mais quand vous partez sur cette base, vous n'avez jamais abouti. On a avancé beaucoup avec le CPD parce qu'ils sont venus sans a priori, sans préalable. Je l'ai dit au frère Miyaka Oroto lors de nos discussions, et c'est pourquoi on a avancé au départ. Ils étaient venus sans a priori et sans préalable. On a avancé, et vous savez qu'on est arrivé à des points de convergence, des points de divergence. Alors la décision des médiateurs, pourquoi un médiateur? Nous ne sommes pas assez majeurs pour régler les problèmes ici, à l'intérieur de notre pays, pour qu'on nous choisisse un médiateur qui viendrait d'où? Je lance donc à nouveau un appel fraternel à nos frères du FPI, comme j'ai eu à le faire à plusieurs reprises, et encore le lundi 5 août 2013 à Gagnois, afin qu'ils reviennent à la table de discussion. Je saisis cette occasion pour saluer et féliciter les responsables des partis membres du CPD pour leur contribution positive à la construction de la paix et à la cohésion sociale. Le CPD a déjà permis d'établir la confiance entre le gouvernement et les 11 partis concernés et d'élaborer les projets de loi sur le statut de l'opposition et le financement des partis politiques. Kwasi Mamadou a aussi assisté à cette conférence bilan des activités du gouvernement ivoirien. Des membres du gouvernement et des journalistes ont bien voulu apprécier cette conférence bilan du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Cette deuxième rencontre du chef du gouvernement avec l'ensemble de la presse nationale et internationale a tenu toutes ses promesses. 10 heures, tous les invités sont en place, opérateurs économiques, bailleurs de fonds, membres du gouvernement et hommes de médias. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, peut faire le point des actions du gouvernement en mettant un accent particulier sur le social. Les 2h30 d'échanges et d'exposés n'ont pas suffi aux conférenciers et aux journalistes d'aborder tous les sujets. Mais au final, la rencontre est diversement appréciée. Le Premier ministre a donné des assurances. Mais encore, nous voulons demander davantage au gouvernement. Nous voulons demander le renforcement de tous ces acquis-là. Aller au-delà de ces acquis, pour aller au-delà des discours, pour vraiment concrétiser par des actions précises sur le terrain. Oui, comme tout Ivoirien, a priori, à 50%, on attend de voir véritablement avec que tout ce qui a été dit puisse se réaliser concrètement, parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda a besoin de savoir, d'avoir les chiffres, de voir les choses de manière visuelle, pour que maintenant il apprécie un peu les choses à sa juste valeur. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre, il y a des grands efforts qui ont été faits pour la sécurité des Ivoiriens, pour la réconciliation, pour la cohésion sociale. Évidemment, aucune chose humaine n'étant parfaite, il y a encore des progrès à faire. Les différents indicateurs qu'il a donnés montrent que le gouvernement travaille et qu'il y a de l'espoir pour les années à venir et qu'il faut compter avec les actions engagées par le gouvernement. Les journalistes, dans la plupart d'entre eux sont restés sur les faits.
dans la mesure où beaucoup de questions ont été survolées et n'est pas allé au bout. Nous sommes satisfaits, nous pensons que nous avons eu beaucoup de réponses afin de pouvoir vraiment les reporter à nos lecteurs. Du côté des membres du gouvernement, l'objectif est atteint. Il est évident qu'il faut regarder au niveau des populations pour voir si elles ont compris le message et voir s'il faut donc l'ajuster pour que la compréhension soit totale. D'ici le mois de novembre, les populations verront effectivement tout ce qui a été fait au niveau du secteur de santé, surtout dans le domaine de la remise à niveau des différents plateaux techniques. Que le personnel de santé m'accompagne également et que nous puissions ensemble répondre aux préoccupations des populations. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre dans de meilleures conditions. Rendez-vous est pris pour un autre bilan des actions du gouvernement. Le Premier ministre et ses collaborateurs seront à nouveau face à la presse nationale et internationale. Et cette information, avant de poursuivre cette édition, la Guinée-Bissau célèbre aujourd'hui sa fête nationale. Et à l'occasion de cette célébration, le président de la République, Alassane Ouattara, adresse ses félicitations au président et au peuple bissau au Guinéen. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également adressé ses félicitations à la Corée du Nord qui commémore sa fête nationale. Tout à fait autre chose à présent, le programme des Nations Unies pour le développement a formé des policiers et des gendarmes sur les violences basées sur le genre à l'école de police de Cocody. Objectif de cette formation, renforcer leur connaissance sur les questions du genre en général et les violences faites aux femmes en particulier pour leur permettre d'effectuer des investigations crédibles sur les violences basées sur le genre. Plus de précisions avec Vénance Herman Niamia. Une femme violée, excisée ou battue, tout comme un enfant battu, fait partie des violences basées sur le genre. En Côte d'Ivoire, ces violences sont une réalité et paraissent même banales à cause des pesanteurs culturelles. Ces agressions restent souvent impunies, ce qui encourage les auteurs de ces actes à récidiver. Selon le PNUD, les victimes les plus courageuses qui se tournent vers la police n'obtiennent pas toujours satisfaction. Une affirmation qui n'est pas de l'avis des forces de l'ordre. Une femme qui est battue par son mari, elle vient au commissariat, elle porte une plainte. Tout de suite, on est saisi du dossier. Mais dès qu'on commence, vous voyez que c'est toutes les deux familles, et la famille de monsieur et la famille de madame, qui arrivent et qui vous empêchent carrément de travailler pour dire soit c'est une affaire de famille, on va régler en famille. La situation des femmes et des enfants malgré les dispositions en vigueur demeure préoccupante selon le PNUD. Cette formation des policiers et gendarmes sur les violences basées sur le genre a pour objectif de les faire connaître le concept genre afin de les impliquer davantage dans la lutte contre ces violences. Malheureusement, bien souvent, on laisse passer des cas de violence en considérant que c'est des pratiques normales. Et deuxièmement, pouvoir enquêter de façon rigoureuse et objective, mais surtout dans la confidentialité et le respect de la dignité des personnes concernées. 800 policiers et gendarmes participent à cette formation. Une formation qui s'inscrit dans le projet d'appui à la restauration de l'ordre public et de l'autorité de l'État. Elle est financée par le Fonds de consolidation de la paix et exécutée par le système des Nations Unies. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance de la population que, sauf pour des missions de sécurité, les services de police ne délivrent plus de laissez-passer aux personnalités civiles. Il informe ceux qui détiennent encore des laissez-passer que les services de police ont été instruits à l'effet de procéder au contrôle et au retrait des cartes en circulation à leurs titulaires. Deuxième grand titre de cette édition, lancée en juin dernier, la campagne de vérification des instruments de mesure a pris fin cette semaine. Cette campagne concernait les lieux de distribution d'essence, les domiciles, les marchés, supermarchés et autres laboratoires. Comment cette campagne s'est déroulée? Après cette campagne, quelle sera la prochaine étape? Quelles sont les dispositions qui sont prises par rapport à l'utilisation des instruments de mesure? La réponse avec Maïsako. Dans le quartier de Port-Boué, à quelques encablures de l'abattoir, Amédi Tourat s'affaire dans sa boutique. Mais ce samedi, à la différence des autres jours, il doit recevoir la visite d'une équipe du ministère du Commerce. Bonjour, nous sommes agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Je suis avec mes collègues. Nous sommes là pour la campagne de vérification des instruments de mesure
et de foire pour l'année 2013. Donc à cet effet, on vous demander un certain nombre de choses. Bon, vous allez nous présenter d'abord votre balance et pour qu'on vérifie, j'ai une masse étalon de 2 kg. Bon, on voit que les 2 kg sont respectés comme c'est indiqué là-dessus. Donc la balance, elle est bonne. On va poser le sticker de l'année 2013 là-dessus pour dire que cette balance a été vérifiée et qu'elle est bonne. Voilà. Après la séance de vérification, Amédi est un homme heureux. Ses instruments n'ont pas de défaut. Comme lui, plusieurs tenanciers de boutiques et autres commerces ont été visités par des agents chargés de vérifier les instruments de mesure. Si tous les instruments de mesure sont passés au peigne fin, les populations, elles, doutent de leur fiabilité. La balance là ne donne pas, voilà, c'est tout cela qui nous fatigue. Quand on pèse là, tu viens peser chez toi là, ça devient demi. La viande n'est pas fiable parce que quand ils pèsent, non seulement tu ne vois pas ce qui est dans le plateau, ils ont toujours quelques morceaux d'os ou bien un petit pois qui cache dans le plateau. Et puis quand ils coupent la viande, ils te disent dans les causeries et puis ils remettent dedans. Donc maintes fois, il y a un poids à la maison. Quand j'arrive à la maison, je pèse, la viande n'est pas les mêmes 1 kg qu'ils nous donnent. Comment ils pèsent là? Parce qu'ils veulent ça juste. Mais si tu veux, il faut partir au mi-balance pour peser, c'est juste. Des instruments sont parfois truqués, certes. Mais selon le ministère, les commerçants véreux seront bientôt rappelés à l'ordre. Ce que nous faisons ne peut pas exclure qu'un tel ou un tel puisse frauder plus tard. Mais nous, on a des contrôles que nous faisons après pour estiper un peu tous les opérateurs, les commerçants, les boutiquiers véreux. Cette façon de faire est la phase répressive de la campagne périodique de contrôle des instruments de mesure. Cette étape est attendue dans les prochains mois. Elle se fera de façon inopinée. Les commerçants qui ne respecteront pas les normes seront sanctionnés et verbalisés. Ils vont encourir des amendes allant de 36 000 à 6 millions de francs CFA. Dans l'actualité ivoirienne, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anna Désiré Ouloto, a eu une rencontre d'échange avec les responsables des structures en charge de la petite enfance, Centre de protection de la petite enfance et garderie. Anna Désiré Ouloto leur a demandé d'améliorer le service pour la prochaine rentrée scolaire prévue le 9 septembre pour ces structures. Patricia Omouetia. Rencontre décisive. Recommandations fortes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant est ferme. Elle met tout en œuvre afin que le secteur de la petite enfance garde son caractère social avec des modalités de gestion souples. Ma femme est malade, elle est hospitalisée, j'ai les enfants sur les bras, je ne sais pas comment m'en occuper. Je travaille c'est la matinée, à partir de midi, je peux venir les prendre pour les garder à la maison. Vous ne devez pas dire aux parents, ici, c'est un centre préscolaire, je ne peux pas garder votre enfant. Elle dénonce la catégorisation des enfants dans les centres de protection de la petite enfance et les coûts élevés. Les prix varient entre 40 000 et 60 000 francs, selon le bon vouloir des CPPE. Si nous disons que nous sommes une structure à caractère social et que les coûts sont plus élevés que les autres structures publiques ou privées, nous dévions. Simplifier et harmoniser la réglementation pour une gestion transparente et équitable. Désormais, la scolarité et les frais annexes ne vont pas excéder 25 000 francs CFA à Abidjan comme à l'intérieur du pays. La rentrée scolaire 2013-2014 dans les structures chargées de la petite enfance est fixée au 9 octobre prochain. L'unité opérationnelle Côte d'Ivoire de l'Institut pour les ressources naturelles en Afrique vient d'ouvrir ses portes au Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Elle va travailler à montrer l'importance de la recherche dans la gestion durable des ressources. Christelle Menon, Patricia Omouetia. Quel lien entre les données géographiques et la dégradation du cadre de vie à Abidjan? Que préconise la recherche face à ce phénomène? On n'est plus parvenu donc à réguler donc tout ce qui est gestion environnementale dans les villes. Donc ce que nous proposons au travers de nos travaux, c'est une approche par cartographie numérique avec l'usage de ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique. Ce sont des technologies donc, qui permettent donc d'anticiper, de faire des prédictions et permettent donc aux autorités
d'avoir un moyen assez cohérent, efficace pour la prise de décision. Ce point, parmi d'autres, a été abordé par des chercheurs à la journée porte ouverte de l'unité opérationnelle Côte d'Ivoire au Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Objectif de la journée, positionner l'unité comme une cellule conseil des autorités dans les prises de décision concernant la gestion des ressources naturelles et environnementales. Collaborer et multiplier les partenariats avec toutes les structures impliquées dans ces questions pour faire de la recherche en Côte d'Ivoire un acteur de développement durable. L'unité opérationnelle Côte d'Ivoire a été mise en place en 2003. C'est une branche de l'Institut pour les ressources naturelles en Afrique, INRA. Unique institut de recherche de l'Université des Nations Unies basé à Accra, l'INRA est spécialisée dans la gestion durable des ressources naturelles en Afrique. Le sommet du G20 qui réunit les 20 pays du monde les plus puissants économiquement était à son deuxième jour à Saint-Pétersbourg en Russie, réunis pour débattre des questions économiques du monde. Ces pays semblent plutôt préoccupés par la résolution militaire pour les États-Unis d'Amérique ou politique pour les Russes, de la crise syrienne. La page des sports, c'est maintenant avec Cathy Touré. Cathy, bienvenue. Merci, Alban. Nous allons recevoir également le vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Serge Do. Serge, merci d'avoir accepté notre invitation. Cathy Touré, demain samedi au stade Félix Houphouët-Boigny, les éléphants footballeurs jouent contre les Marocains dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil. Vous l'avez dit, et depuis lundi dernier, ils sont officiellement en regroupement en vue bien sûr de cette rencontre qui va les opposer au Maroc. Et comptant bien sûr pour la dernière journée du deuxième tour éliminatoire du Mondial 2014. Hier, jeudi, au stade Félix Houphouët-Boigny, les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu une séance d'entraînement avant cette importante rencontre. Nous étions donc dans le stade Houphouët-Boigny pour les images. On aurait cru à un jour de match ce jeudi après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est que les éléphants y étaient pour une séance d'entraînement ouverte au public à 2 jours de l'opposition face au Maroc. Une rencontre comptant pour le deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2014. Sur la pelouse, le retour très apprécié du capitaine Didier Drogba. Même s'ils sont déjà qualifiés pour le dernier tour, Sabri Lamouchi et son groupe comptent aborder ce match avec le plus grand sérieux et surtout renouer avec la victoire après la lourde défaite 4-1 en amical face au Mexique. Pour y arriver, les éléphants auront besoin de tous leurs supporters. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est aux Ivoiriens de venir tous nombreux soutenir leur équipe, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui ont promis de produire un beau jeu et de battre cette équipe du Maroc qui est venue avec l'artillerie lourde parce qu'ils sont venus au grand complet et ils se disent qu'ils ne veulent pas sortir de cette compétition sans battre le leader de la poule. Voilà, il faut juste préciser, Alvor, que la Côte d'Ivoire est en ce moment dans la poule C. La Côte d'Ivoire qui est en tête de cette poule avec 13 points, suivi du Maroc à 8 points. Donc, quel que soit le résultat de demain, la Côte d'Ivoire passe pour le 3e tour. Mais il est important pour les Ivoiriens, comme l'a dit l'entraîneur Sabri Lamouchi, de remporter ce match. Parce que souvenez-vous, la dernière fois que la Côte d'Ivoire a perdu au stade Félix Houphouët-Boigny, c'était un certain 4 septembre 2005. Mes souvenirs sont bons face au Cameroun. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire n'a plus perdu donc au stade Félix Houphouët-Boigny. On espère tous, bien sûr, on espère en tout cas. Et il faut juste rappeler aussi que si la Côte d'Ivoire part donc dans ce 3e tour, eh bien, il sera concerné par les premiers de chaque poule. Donc les 10 premiers de cette compétition vont donc se rencontrer en match direct après un tirage au sort en aller et retour. Et les 5 premiers, bien sûr, représenteront l'Afrique en Coupe du Monde. Et Sabri Lamouchi a animé une conférence de presse également, Cathy Touré. Une conférence de presse surprise, on va dire, parce qu'on ne s'y attendait pas. Eh bien, on s'attendait à voir les 24 convoqués de Sabri Lamouchi au stade Félix Houphouët-Boigny hier. Il n'était que 23. Pourquoi? Eh bien, maestro Didier Zokora n'était pas parmi ces 24 et Sabri Lamouchi a donc donné les raisons. Alors qu'il s'attendait à retrouver les 24 joueurs convoqués par Sabri Lamouchi, le public présent à l'entraînement des éléphants a remarqué l'absence d'un élément et non des moindres. Zokora Didier Maestro. Le sélectionneur national a dû improviser un point de presse pour justifier ce fait. Dans la nuit, très tard, Didier Maestro Zokora a quitté l'hôtel, a quitté le rassemblement pour des raisons qui lui sont propres. Aujourd'hui, nous essaierons d'en savoir
un peu plus, d'avoir une explication. La chose la plus importante pour moi est la sélection de Côte d'Ivoire. Rien ni personne ne passera au-dessus des éléphants. Un incident désagréable à quelques heures de la rencontre face aux Lions de l'Atlas. Voilà, c'était donc pour le match qui va opposer la Côte d'Ivoire au Maroc et c'est demain à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Tous les Ivoiriens sont donc invités à supporter l'équipe nationale. Alvan, si vous permettez, nous avons une information concernant les 7e Jeux de la francophonie qui se déroulent du côté de Nice en France. La marraine Adèle Safi Kagarabi, qui est donc la présidente de la coordination nationale de la marche des femmes, une organisation qui lutte contre le viol et les persécutions sur les femmes. Ces Jeux vont donc se dérouler du 7 au 15 septembre 2013 et la Côte d'Ivoire, qui a donc des représentants parmi les 3000 athlètes issus des 75 pays en France, va donc rentrer en course samedi avec le basketball. La Côte d'Ivoire sera face à la Pologne à 10h15 et puis dimanche, toujours au basket, Côte d'Ivoire-Canada est prévu. En football, ce sera pour lundi, Côte d'Ivoire-Congo. Et puis, la grande innovation de ces 7e Jeux, c'est bien l'entrée de la lutte africaine. La Côte d'Ivoire a 3 représentants à ce niveau. Aladji Abdoulaye dans la catégorie de plus de 84 kg, Béni Rosalie, moins 48 kg et Kanga Isabelle, moins 80 kg, rentreront en lice samedi à partir de 13 h. Et puis, Cathy Touré, cette information, dimanche, la Côte d'Ivoire accueille la seule athlète qui fait honneur en ce moment, Muriel Aouré. Elle sera accueillie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec tous les honneurs. Elle viendra présenter ses 2 médailles d'argent glanées lors des derniers mondiaux d'athlétisme à Moscou. Merci Cathy Touré pour toutes ces informations sportives. Voilà, nous revenons sur l'actualité. Les experts ivoiriens de la filière cajou et coton se réunissent actuellement à Yamoussoukro. Objectif de cette rencontre, la réforme des filières cajou et coton. Noël Niagno. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à plus de 200 km au nord d'Abidjan, la capitale économique. Hôtel président depuis ce jeudi. Producteurs de coton et de cajou, acheteurs, égraineurs, transformateurs, responsables des structures publiques et parapubliques, le corps préfectoral des zones nord, est, centre, passe au scanner la réforme des filières anacarde et coton pour la rendre opérationnelle. 72 heures sont consacrées à cet exercice dans 8 commissions qui vont servir de laboratoire, avec pour objectif optimiser la production, garantir les prix aux producteurs, garantir aussi la transparence par la mise en place d'une interprofession représentative et crédible, augmenter le taux de transformation dans le cadre de l'anacarde, in fine, améliorer le cadre de vie des producteurs. Conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara, le producteur doit être le premier bénéficiaire du fruit de son labeur. Allez, nous devrons recevoir normalement M. Serge Do, vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Ça sera pour une prochaine édition, si la réalisation nous le permet. Nous allons peut-être lui poser juste une seule question. Merci à la réalisation. Alors, M. Do, Muriel Aouré arrive dimanche. Qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens? Écoutez, merci de vous donner l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Effectivement, Muriel Aouré, notre championne, arrive ce dimanche à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny au pavillon d'honneur. Donc je suis là aujourd'hui au nom de la fédération et en harmonie avec le ministère des Sports et la présidence pour inviter les Ivoiriens à venir nombreux donner l'accueil qu'il se doit à Muriel Aouré pour l'exploit qu'elle a fait en honorant la Côte d'Ivoire donc au championnat du monde de Moscou. Très rapidement, nous sommes tenus par le temps. Quel avenir pour l'athlétisme ivoirien? Écoutez, l'avenir s'annonce radieux avec Muriel Aouré. J'espère qu'à travers elle, beaucoup d'Ivoiriens pourront donc s'identifier à elle et pratiquer l'athlétisme. Nous avons beaucoup de projets, mais d'emblée, nous vous invitons tous les Ivoiriens à venir nombreux à 17 h le dimanche accueillir Muriel Aouré. Les Ivoiriens seront au rendez-vous pour accueillir Muriel Aouré. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.